Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le docteur Freud nous avait prévenu, il y a plus de 100 ans, celui qui promettra à l'humanité de la délivrer de l'embarrassante suggestion sexuelle, quelque sottise qu'il choisisse de dire, sera considéré comme un héros. Rapporté par Ernest Jones dans sa biographie, ce propos visait sans doute Jung, auquel Freud reprochait de vouloir rendre la psychanalyse plus acceptable comme science en écartant toute référence sexuelle de son corpus. Mais cette même phrase sera par la suite utilisée contre celles et ceux qui s'adonneraient le cœur léger à ce que Jacques Lacan appelait la pastorale. Qu'est-ce que la pastorale ? Elle consiste à prêcher le salut par la sexualité. Non seulement le plaisir serait la condition nécessaire d'une affirmation de soi, mais il déclencherait du même élan une libération politique nous délivrant joyeusement des pouvoirs injustes. Car comment ces derniers pourraient-ils ne pas reprendre à leur compte le slogan « Nous abolirons l'orgasme » qui est celui de Big Brother dans 1984 de George Orwell. Voilà ce qu'on y lisait dans 1984. L'ancienne civilisation prétendait être fondée sur l'amour et la justice, la nôtre est fondée sur la haine. Dans notre monde, il n'y aura pas d'autres émotions que la crainte, la rage, le triomphe et l'humiliation. Nulle place pour l'amour donc, et c'est pourquoi les nouveaux maîtres disent « Nous abolirons l'orgasme ». Nos neurologues y travaillent actuellement. Il n'y aura plus de loyauté qu'envers le parti. Il n'y aura plus d'amour que l'amour éprouvé pour Big Brother. Il n'y aura plus de rire que le rire de triomphe provoqué par la défaite d'un ennemi. Lorsque j'étais adolescent, je crois que j'ai pris au sérieux le titre de la dystopie d'Orwell, paru en 1949 sous le titre 1984. Donc ça allait se passer l'année de mes 18 ans. Et puis non, ce n'est pas ainsi que passent les prophéties. Elles passent, oui, parfois elles passent inaperçues, mais parfois elles nous dépassent. Et voilà, le 31 décembre 1984, vous soufflez un peu et vous vous dites « Tiens, ça n'a pas eu lieu finalement, fausse alerte ». Nous ne connaîtrons donc pas ce monde où, je cite encore, c'est l'ensemble de ce troisième chapitre, de la troisième partie qu'il nous faudrait citer. Quand nous serons tout-puissants, nous n'aurons plus besoin de science. Il n'y aura aucune distinction entre la beauté et la laideur. Mais il y aura toujours, n'oubliez jamais cela Winston, il y aura toujours l'ivresse croissante du pouvoir qui s'affinera de plus en plus. Il y aura toujours, à chaque instant, le frisson de la victoire, la sensation de piétiner un ennemi impuissant. Ce frisson de la victoire, c'est le misérable orgasme du sexe du pouvoir. Et si je me souviens aujourd'hui de mes lectures de jeunesse, de ces grands auteurs renversants qui vous jettent hébétés, émerveillés, reconnaissants, dans l'âge adulte de la pensée, lorsque vous comprenez que là sera désormais votre pays d'intranquillité, comment ne pas songer à ce joyeux foutoir qu'est l'anti-Oedipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari, paru en 1972, avec comme sous-titre « Capitalisme et schizophrénie » et décrivant la production comme un flux de désirs qui agence entre elles les machines par coupure, par coulure, par capture. D'ailleurs, pense bête, faites-moi penser à relire l'anti-Oedipe en songeant à l'IA. Là encore, il faut être patient pour voir s'accomplir les prophéties. Et si nos corps sont aussi des machines désirantes, alors on comprend que, je cite, « faire l'amour n'est pas faire qu'un, ni même deux, mais faire 100 000. Car, et je cite encore, c'est toujours avec le monde que nous faisons l'amour. Caresser un corps, c'est déplier un paysage, c'est-à-dire la promesse d'un monde, alors oui, comme dans La Géante de Baudelaire, du temps que la nature, en sa verve puissante, concevait chaque jour des enfants monstrueux, l'amour n'est rien, s'il n'est amour fou, amour monstre, amour monde, si tout cela ne prend pas des dimensions gigantesques, et avec Deleuze et Guattari, la question du désir outrepassait celle du manque,
celle de l'interdit, celle de la répression bourgeoise, celle du conformisme papa-maman de l'Oedipe psychanalytique. Mais évidemment, il ne faut pas s'emballer. L'une des tâches qui nous incombait, je crois, cette année, fut sans doute de relire Georges Bataille pour apprendre à s'en éloigner, à se déprendre de cette mystique de la pure dépense, qui risque toujours de mal tourner, parce que de rendre inutilement grandiloquente toute réflexion sur le pouvoir et la sexualité. Et c'est vrai que la part maudite, par exemple, de Bataille, pour systématiser l'essai sur le don de Marcel Mauss comme histoire universelle, prend la dimension d'un monde. En 1956, dans une longue note de critique, Georges Bataille y posait la question « Qu'est-ce que l'histoire universelle ?» À partir, c'était une note critique sur le premier volume de l'histoire universelle paru dans la Pléiade et un volume de l'histoire générale des civilisations. Et il a alors cette étonnante réponse « Est universelle l'histoire qui explique ma propre subjectivité ?» Et voilà pourquoi le très beau texte de Roland Barthes, qui est intitulé « Bataille la peur », peut nous être une ressource pour, d'une certaine manière, doser, enfin régler notre rapport à cette question. Voilà ce qu'écrivait Bataille. Bataille, en somme, me touche peu. Qu'ai-je à faire avec le rire, la dévotion, la poésie, la violence? Qu'ai-je à dire du sacré, de l'impossible? Cependant, il suffit que je fasse coïncider tout ce langage étranger avec un trouble qui a non chez moi la peur, pour que Bataille me reconquiert. Tout ce qu'il écrit alors me décrit. Ça colle. Et donc, je m'inspire aussi de ce texte. Toute histoire universelle est une histoire qui parle à ma subjectivité pour faire aujourd'hui, vous l'avez compris, une sorte de bilan. J'ai l'âme récapitulative, mais sentimentalement récapitulative, c'est-à-dire un bilan, une conclusion par rapport, d'une certaine manière, à ce que ça me fait à moi. Bon, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Sinon dompter cette frayeur sacrée en accompagnant le rapetissement misérable, minable du sexe du pouvoir. Parce qu'au fond, c'était un petit sujet que le nôtre, rien de grandiose là-dedans. Surtout pas. Priape, on l'a maintes fois rappelé, est le petit dieu des jardins dont les Grecs se moquaient. Ça ne crée pas un monde, seulement au mieux la morne répétition de la domination masculine. Je cite à nouveau Deleuze et Guattari, « La sexualité est partout, dans la manière dont un bureaucrate caresse ses dossiers, dont un juge rend la justice, dont une affaire fait couler l'argent, dont la bourgeoisie encule le prolétariat. » En écoutant cette phrase, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Vous pouvez voir un président des États-Unis ne se lassant pas d'exhiber sa signature exagérément mérovingienne, que son gros stylo a craché d'une encre noire sur des executive orders, mais pour ma part, je verrai toujours plutôt la scène d'ouverture de l'exercice de l'État, le film de Pierre Scheller, sorti sur les écrans en 2011. Ce qui s'ouvre dans le premier plan, c'est l'œil du crocodile, puis l'animal ouvre sa gueule, et on découvre alors que le reptile sauvage est à l'endroit exact où il doit être, sur la moquette d'un palais de la République, au pied d'un bureau ministériel. Là est une femme nue et désirable, elle écartèle les cuisses, elle les referme alors, mais pour ramper vers l'animal. Ce n'est pas qu'elle se jette dans la gueule du monstre, non, c'est qu'elle s'y glisse langoureusement pour se faire dévorer. On dira que ce n'est qu'un rêve, évidemment, celui que fait le ministre des Transports. Après, la caméra le surprend dans son lit, on voit qu'il bande. Un rêve auquel l'arrache son directeur de cabinet quand il le réveille en pleine nuit pour le prévenir qu'un accident de bus a eu lieu, qu'il y a des victimes, des enfants peut-être, qu'il faut se rendre sur place pour se confronter à cette scène fondatrice de tout pouvoir, la mort des innocents. Évidemment que c'est le ministre des Transports, puisque de la mort à l'amour, le sexe est la métaphore, le transport, comme dans cette photo d'Helmut Newton pour le ballet de Pina Bausch. Si bien que
pour onirique qu'elle soit, je tiens cette scène cinématographique pour la plus réaliste des descriptions de l'exercice de l'État, en ce seuil d'indistinction lynchien entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire cette d'or veille des troubadours dont nous avons parlé l'année dernière dans le séminaire sur les littératures du réveil, seuil sur lequel les arts d'aimer et les arts de gouverner se conjoignent en politisant la scène du dormeur dont la vision produit une fiction politique. Celle qui se rend visible ici, la fiction politique, c'est l'inversion monstrueuse de la métaphore eucharistique qui fonde toute société chrétienne. La métaphore eucharistique, c'est le fait que c'est l'incorporation des sujets dans le corps mystique. Saint Pierre mange les fidèles parce qu'en échange, le roi du ciel s'est donné en pâture. Ça s'appelle l'Eucharistie. Mais les rois du monde, eux, au contraire, ne donnent rien. Ils prennent, ils ne construisent rien, ils dévorent. Et ce pouvoir cannibale est celui de la dévoration sexuelle. Alors tout cela, évidemment, complique la pastorale. Il faut faire une lecture bien réductrice de la psychanalyse freudienne, et en tout cas singulièrement oublieuse de ce que Freud a découvert au-delà du principe de plaisir. Au-delà du principe de plaisir, il y a, faut-il le rappeler, la pulsion de mort et le désir d'autodestruction. Il faut donc faire une lecture bien réductrice pour déduire de l'existence réelle de politiques de répression de la sexualité une théorie globale de l'émancipation par ce que Reich appelait la puissance orgastique comme flux vital, c'est-à-dire, je le cite, l'énergie de l'amour auquel nous devons nos vies. Mais encore une fois, cette croyance dans ce que Michel Foucault appelait l'hypothèse répressive se heurte à l'évidence du spectacle de l'obscène que donne à voir aujourd'hui l'austère monarchie du sexe dès lors qu'elle sait conjuguer le puritanisme et la pornographie. Puis il y a eu autre chose aussi, qu'un lecteur attentif de Foucault et de Bataille, comme Léo Bersani, qui était professeur de littérature à Berkeley et qui était très lié au mouvement gay. Ce qu'il a affirmé, c'est au début de son livre important qui s'appelle « Sextétique ». Il y a sur le sexe un secret bien gardé. La plupart des gens n'aiment pas ça. Et c'est vrai que la question vaut d'être posée. Surtout quand on se préoccupe du désarroi de celles et ceux qui, aujourd'hui, accèdent à l'âge de l'autonomie sexuelle. C'est pour ces jeunes filles, c'est pour ces jeunes gens que la poétesse et essayiste Maggie Nelson célèbre, avec sa manière si libre de pratiquer l'autothéorie, donc c'est avec cette exigence qu'elle a composé dans son dernier livre De la liberté, ce superbe chapitre qui s'appelle « La ballade de l'optimisme sexuel ». De la ballade, son texte a la douceur et l'incertitude. Son titre même, d'ailleurs, reprend la chanson de l'opéra de Katsu de Brecht et Kurt Weill en 1928, Die Ballade von der sexuellen Oerigkeit, où la prostitution est dénoncée comme la vérité de toute relation de pouvoir. Mais Maggie Nelson reprend ce titre brechtien par l'intermédiaire d'une autre œuvre également très célèbre, celle de l'installation vidéo et du livre de photos de Nan Goldin, la ballade de la dépendance sexuelle, bouleversante galerie de portraits de ses proches, saisis au moment de dans la sincérité, dans la vulnérabilité d'un rapport amoureux, au moment où les politiques de l'amitié sont prises dans la tourmente de l'épidémie de sida, mais aussi de la drogue, mais aussi des violences conjugales, si bien que ce que l'on voit aussi, ce que l'on voit d'abord, ce que l'on voit surtout à la fin chez Nan Goldin, ce sont des femmes amochées. Et c'est cela sans doute qui nous avait amené l'année dernière à cette réflexion sur les politiques de l'amour. Il s'agissait, je le rappelle, de démarquer les politiques de l'amitié de Jacques Derrida, paru voici 30 ans, pour, je le cite, trancher avec toute l'histoire du politique, cette histoire vieille, fatigante, fatiguée, cette histoire épuisée.
Et c'est vrai que l'expérience des années SIDA permettait alors d'espérer réinventer ces politiques de l'amitié qui consistent à faire des modes d'existence que l'on se choisit un contre-pouvoir face à l'ordre social et en particulier à l'ordre patriarcal. Et soit qu'en 2024, Hélène Gianecchini a relancé dans un très beau livre que je vous conseille, qui est intitulé « Un désir démesuré d'amitié ». Mais la force du livre de Derrida résidait aussi dans son adresse au lecteur, qui reprenait celle de Montaigne, « Ô mes amis, il n'y a nul ami », et qui comportait la possibilité de son échec. Dès lors que l'appel moral à la vie bonne se fait injonctif, avec parfois cette bonne humeur dans la violence normative qui ferait pâlir d'envie bien des clergés et bien des polices politiques. Donc tout cela compose une ballade inévitablement désenchantée. Comment croire encore en l'amour et maintenir intact cet optimisme sexuel qui nous amènerait, je cite Maggie Nelson, à revendiquer le sexe comme une chose irrévocablement bonne dont on devrait jouir davantage, dès lors que, au fond, c'est l'idéal de liberté qui est aujourd'hui compromis. Et il faudrait, là encore, d'une certaine manière, revenir à Wilhelm Reich, pas seulement comme épouvantail théorique, mais à comprendre comment ce théoricien de la fonction de l'orgasme, c'était le titre de son livre en 1927, dans lequel il voyait, d'une manière que l'on considère, c'est vrai, aujourd'hui comme naïve, la solution à tous les maux du capitalisme, faut comprendre l'horizon de son espérance. Juif autrichien, militant communiste pendant la République de Weimar, fondateur d'un centre médical pour l'émancipation sexuelle des classes populaires, il tenta d'abord de comprendre l'adhésion au nazisme par la force d'entraînement, de soulèvement de ce qu'il appela la peste émotionnelle, mais comme souvent avec les mots de la psychanalyse, lorsqu'ils entrent dans le langage courant, leur sens précis s'efface au profit d'une signification seconde qui flotte dans le vague pour faire écran. En fait, c'est très précis. La peste émotionnelle chez Reich, c'est ce qui est inculqué à l'enfant dès les premiers jours de sa vie, qui trouve son origine dans la frustration génitale et qui se manifeste dans ce qu'il nomme les cuirasses caractérielles. Ce sont des dispositifs inconscients mis en place par les sujets pour neutraliser les difficultés qu'ils éprouvent à assumer dans l'évolution des conflits, leurs besoins libidineux face à la peur de la punition. Et nous sommes, pour notre malheur, gouvernés par des hommes cuirassés. Il y a donc les hommes cuirassés et contre eux, pour éviter la contamination, nous pouvons bien entendu faire assaut de vulnérabilité, mais nous devons d'abord reconnaître dans cette peste émotionnelle l'enchevêtrement de peurs archaïques, de rancœurs collectives, d'histoires mythifiées. C'est tout cela qui, pour Reich, va alimenter le brasier du crime nazi. Lorsque le militant trotskiste Boris Frenkel, fondateur de l'OCI avec Pierre Lambert, prononce à l'université de Nanterre une conférence sur Reich, en mars 1968, c'est aussi l'intellectuel pourchassé par le maccarthisme, mort en 1957 dans une prison de Pennsylvanie, qui l'entend célébrer. Son texte de Reich, La sexualité dans le combat culturel, paru en 1936, est traduit cette même année 68 sous le titre La révolution sexuelle. La voici donc lancée, la révolution sexuelle. La conférence de Frenkel précède de quelques jours le mouvement du 22 mars qui fera de la libération sexuelle l'une des grandes espérances révolutionnaires que plus tard Herbert Marcus, ancien spartakiste, élève de Heidegger et membre de l'école de Francfort, a ressaisi dans un sens freudo-marxiste dans L'homme unidimensionnel, ça c'est 1964, traduit également en français en 68. Mais déjà à ce moment-là, un dilemme se pose. Comment libérer la force de l'éros sans se livrer à la commercialisation du sexe, à la ballade de Brecht? Et la liberté sexuelle n'est-elle pas illusoire tant que demeurent les rapports de domination? Toutes ces questions étaient déjà posées en 68. Jouir sans entrave est de toute façon un slogan qui aujourd'hui a été capturé
par le populisme autoritaire, comme tant d'autres idéaux émancipateurs, que l'on songe par exemple à ce retournement trumpien du désir libertaire de se rendre ingouvernable. Dès lors, Maggie Nelson, dans ce livre qui s'appelle « De la liberté » et qui tente d'en sauver quelque chose contre le populisme libertarien, eh bien, se raccroche, je dirais, à une lecture dynamique de Michel Foucault. Parce que dit Foucault? Là encore, c'est là-dessus qu'on avait commencé la première séance. Voilà, je le rappelle d'un mot. Si la libération sexuelle est l'apparition d'un être heureux, plein d'une sexualité dont il atteint la vérité, parce que le sexe serait la vérité du sujet, alors oui, il n'y a pas de libération sexuelle. Parce que, écrit Michel Foucault, la libération ouvre toujours un nouveau champ pour de nouveaux rapports de pouvoir. Il dit ça dans un de ses derniers entretiens, l'année de sa mort, 1984, qu'il accorde à la revue Concordia. Mais il ajoute: la libération ouvre un nouveau champ pour de nouveaux rapports de pouvoir qu'il s'agit de contrôler par des pratiques de liberté. C'est ça, d'une certaine manière, le mouvement, la dynamique. Or, pour en prendre la mesure, la méthode de Maggie Nelson consiste à tourner le dos au présentisme. Bien sûr que le sexe a la vertu de nous faire vivre dans l'instant, mais la sexualité est un discours sur le temps, la mémoire et la liberté. Celle-ci ne s'éprouve qu'après coup, en faisant retour sur des situations et des choix passés. C'est là où l'autothéorie de Maggie Nelson fait merveille, parce que, d'une certaine manière, elle est vraiment la nécessité de notre temps, c'est-à-dire le moment où on fait retour sur nos choix, et on se demande, est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai vraiment été libre? Est-ce que j'étais aussi, à ce moment-là, libre que je le pensais? N'ai-je pas été dominateur? En tout cas, j'ai la liberté de réexaminer ses choix et ses situations, et là est la pratique de liberté pour Foucault. Je cite la fin de ce beau texte de Maggie Nelson, qui m'ouvre donc la possibilité de la suite. Ce n'est pas la peine de nous pourrir la vie en nous languissant d'un passé inaccessible et fantasmagorique, ou en nous faisant flipper avec les images d'un futur forcément effrayant. Nous pouvons regarder en arrière avec gratitude, sans déception. Nous pouvons regarder en avant avec curiosité et détermination, enorgueillis de ce que l'artiste féministe géniale, libératrice sexuelle, la regrettée Caroline Schneemann, appelait la ferme attente des grands moments que nous avons à vivre ensemble. Alors, j'aurais aimé pouvoir vous proposer aujourd'hui, un grand moment qu'on aurait eu à vivre ensemble, une histoire médiévale de la jouissance. Malheureusement, les sources manquent pour l'approcher positivement et gaiement, et elle sera moins optimiste que je l'avais espéré. On pourrait aisément en accuser le christianisme. Puisque l'acte sexuel est la conséquence du péché originel, le plaisir qu'il procure ne peut être que condamné par l'Église. Tout le monde le sait, mais c'est vrai. La libido est notre sanction, le prix à payer pour notre faute, et nous devons en avoir honte comme Adam et Ève qui se découvrent nus après la chute. La sexualité existait bien au jardin d'Éden, mais elle était, on l'a dit déjà, entièrement sous contrôle. Jamais Adam ne se laissa déborder par son membre, précise Augustin dans La Cité de Dieu. Il usait de sa verge comme un semeur de son outil, avec indifférence et précision. Autrement dit, il avait plein pouvoir sur son sexe. Alors que, si l'on parle évidemment aujourd'hui du sexe du pouvoir, c'est bien pour dire que nous savons que c'est l'inverse, que nous vivons sous le gouvernement de ce mauvais maître, et que nous tâchons de préserver notre liberté contre sa tyrannie. Voilà pourquoi le mot-clé de la sexualité chrétienne dans le mariage est bien, ce que j'avais tenté de montrer, le consentement. De ce point de vue, on peut suivre la proposition du philosophe Jean-Claude Milner, qui, dans son livre Le triple du plaisir, opposait, en 1997,
deux manières de vivre les rapports entre coït, jouissance et amour, l'incorporation pour le monde antique, les usages pour le monde moderne. Mais ce dernier, le monde moderne, trouvant son origine dans le christianisme tardo-antique, il vaudrait mieux en somme opposer la langue latine à la langue grecque. Passant de ce que les Grecs appelaient crésis à l'usus des Latins, on quitte le monde des aphrodisias, ayant tant fasciné Michel Foucault, dans l'usage des plaisirs. Les aphrodisias, ce sont ces techniques du corps qui préparent et qui suivent l'acte sexuel, mais qui, souvent, pallient le fait que dans l'acte même, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'édoné, seulement cette impasse paroxystique, chantée ou déplorée par Lucrèce. En ce sens, la pluralité des plaisirs se distingue radicalement du plaisir de la chair au singulier. Et c'est dans le dernier volume de son histoire de la sexualité, Les aveux de la chair, paru tout récemment, de manière très posthume, comme vous le savez, que Foucault lui donne cette formulation saisissante. D'un mot, on peut dire que l'acte sexuel dans le monde antique est pensé comme bloc paroxystique, unité convulsionnelle, où l'individu s'abîme dans le plaisir du rapport à l'autre au point de mimer la mort. Autrement dit, jouir, c'est plonger tête baissée dans l'impossibilité du plaisir. De là, deux conséquences, dont la première est évidente et connue, et la seconde, vous allez le voir, plus difficile, car paradoxale. Quitter le monde de l'incorporation pour celui des usages, c'est-à-dire se faire chrétien, revient donc, pour Augustin, à introduire dans le système des anciens des sujets de droit, d'où le rapport entre la sexualité et le mariage librement consenti, et le sujet de la concupiscence, d'où l'usage que l'on doit faire de la libido dans le mariage. Cet usage ne peut être que modéré. Je cite encore Foucault dans Les aveux de la chair. Dans les rapports conjugaux, on se sert de toute façon d'un mal, mais de ce mal, on peut bien ou mal user, et c'est là que se situe la possibilité du péché. Or, ce bon usage ne peut être que la procréation. Là encore, je dis des choses banales. La théologie et le droit s'accordent en ce point, puisque le décret de Gratien reprend largement en 1140 les directives de Grégoire le Grand. Ceux qui s'accouplent non pour engendrer des enfants, mais pour satisfaire leurs désirs, apparaissent davantage comme des fornicateurs que comme des époux. Dès lors, non seulement toute forme de plaisir sexuel qui ne conduit pas à la procréation, comme la masturbation, la fellation, la sodomie, est un péché contre nature, mais les confesseurs doivent bien prendre garde à ce que les époux ne se laissent pas déborder par leurs étreintes. Comme le dit saint Jérôme, rien n'est plus infâme que d'aimer une épouse comme une maîtresse. Vous vous souvenez peut-être de cette vision désespérante, déprimante de la femme souche qui terrorisait tant Georges Duby, qui ne se donnait qu'à Dieu et qui n'offrait à son mari que son corps inerte. Il serait facile en somme d'opposer ici morale des clercs et morale des guerriers, mais on comprend effectivement pourquoi l'Église et tous les pouvoirs en somme se sont méfiés des magiciennes, de la maladie d'amour, des procédés aphrodisiaques qui sont dénoncés toujours comme pratiques magiques et qui font déborder cette exigence. Voici par exemple Graziosa, une Grecque de Venise qui désire garder l'amour d'un jeune noble nommé Contarini et qui est éprise d'elle. Nous sommes en 1482. Avec quelques amis, elle concocte un philtre d'amour, un cœur de coq macéré dans du vin et du sang menstruel, le tout mélangé avec un peu de farine, vous faites passer au four, vous réduisez en poudre, vous obtenez un breuvage qui, à peine bu par votre amoureux, lui inspirera bien des fantaisies. Les pièces du procès, car il y eut procès, et je m'appuie ici une fois encore sur les travaux de Didier Lett, nous apprennent que les deux amants s'amusaient au lit à mesurer le membre viril de Contarini avec une chandelle que Graziosa allume ensuite à l'office divin en action de grâce et au nom de son amour. C'est pas bien. D'ailleurs, elle aura le nez coupé. Et sans doute doit-on remarquer que la magie sert ici à placer un noble Vénitien sous le pouvoir d'une étrangère qui n'était pas de son rang.
Voilà pourquoi les traités médicaux latins recensent plus volontiers les substances anaphrodisiaques, c'est-à-dire celles qui sont destinées à éteindre le désir, comme l'ont montré les travaux récents de Jean-Christophe Courtil. Le plus courant des anaphrodisiaques, c'est le gâtillier, ou arbre au poivre, un arbuste que l'on peut utiliser soit directement en plaçant les branchages sous le lit, c'est pourquoi on le nomme en français l'arbre chaste, soit en ingurgitant ses baies, ce qu'on appelle le poivre des moines, car on en plaçait dans leur potage le soir pour que tout se passe bien. Voilà, poivre du moine, cœur de coq, je vous donne les deux recettes, puis après, qui suis-je pour juger? Vous faites ce que vous voulez. Pourtant, depuis le XIIe siècle, et sous l'influence de la science arabe et persane, le discours médical se laisse timidement gagner, sinon par l'art érotique, du moins par une conception, disons, plus compréhensive de l'usage des plaisirs, comme l'ont montré les travaux de Daniel Jacquard et Claude Thomasset. Tout est, là encore, dépendant de l'impératif procréateur. Celui qu'on appelle en Occident Constantin l'Africain, et qui est probablement un médecin tunisien de Carthage, qui a traversé la Méditerranée pour se faire moine au mont Cassin, écrit à Salerne entre 1077 et 1087, le De Coitu, du coït, qui, complété par Guillaume de Conches, constitue la base de l'enseignement médical de l'école salernitaine sur cette question qu'on dirait aujourd'hui sexologique. On y lit l'argument suivant: Dieu, dans sa bonté, ne souhaite pas que s'éteigne le genre animal, enfin plus précisément, il ne le souhaite plus, après le déluge. Bon. Il veut donc que les animaux puissent se reproduire, et il leur a pour cela façonné, je cite, des organes naturels qui soient spécifiquement adaptés à cette œuvre, en y introduisant une faculté si admirable et un plaisir si délectable qu'il n'y ait aucun animal qui ne soit très attiré par l'acte sexuel. Et évidemment, l'homme n'échappe pas à cette loi, mais comme c'est un animal politique, doué de parole, il lui faut faire discours de son plaisir sexuel. C'est ainsi que les médecins, comme Aldébrandin de Sienne et Bernard de Gordon, louent, bien avant Wilhelm Reich, les vertus thérapeutiques du plaisir sexuel, et que, tout en se défendant régulièrement de dire des choses trop inconvenantes, ils jettent les bases d'une sexologie médiévale. Ainsi, ces doctes savants s'autorisent-ils à donner quelques conseils pour atteindre au plaisir mutuel, afin, écrit Martin Lemestre en 1490, d'éviter l'ennui et la peine de la mélancolie. Ainsi, un petit opuscule catalan de la fin du XIVe siècle, intitulé Speculum al Foder, que l'on peut traduire sans trembler par miroir du foutre, décrit-il 24 positions sexuelles, ce qui en fait un petit Kamasutra européen. J'ai bien dit plaisir mutuel, car là est la bonne nouvelle pour les femmes médiévales, sans évidemment qu'on puisse établir le rapport exact entre la doctrine médicale et la réalité des pratiques sexuelles, mais enfin Galien, et après lui Avicenne, et tous les savants arabo-latins pensent que la femme ne peut pas concevoir sans éprouver de plaisir, c'est-à-dire sans l'émission de sa propre semence. Voilà pourquoi son mari doit être attentif, c'est le mot qu'emploie Avicenne, à ses émois, et savoir lire sur le visage de son épouse les signes précurseurs de la jouissance. Qu'il soit bien attentif au moment où elle renforce son étreinte, où ses yeux commencent à rougir, où elle se met à haleter et à balbutier, qu'il émette alors son sperme au fond du col de l'utérus, lit-on dans la traduction du canon d'Avicenne par Gérard de Crémone. Alors évidemment, vous allez me dire qu'on est là bien loin de l'affolante diversité foucaldienne des aphrodisias antiques, mais dans cette copulation hétéronormée qui transforme les femmes en vases, et oisus, c'est comme ça qu'on les appelle, et les hommes en tristes machines à pénétrer, comme s'en désolaient Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner dans leur folle jeunesse, je cite à nouveau, pour le plaisir,
et ce n'est pas une citation d'Herbert Léonard, le nouveau désordre amoureux qui avait égayé la première séance du cours de l'année dernière. Mais la rigueur de ces normes n'empêche pas que s'immiscent des pratiques de liberté, en une liberté interstitielle, en somme, qui prend la forme du ludus, du jeu. Prenons l'exemple d'un des médecins de la cour milanaise du Quattrocento, étudié par Marilyn Nicou, Antonio Guaineri. Il a fait ses études de médecine à Padoue, puis à Pavie. Il est à la fois médecin communal dans sa ville natale, Chieri, et médecin de cour au service du duc de Savoie Amédée VIII, et ses œuvres médicales complètes ont été imprimées à Pavie en 1481. On y lit un traité qui s'appelle De Matricibus, donc sur les maladies de la matrice, qui décrit assez précisément cette nécessité pour l'engendrement de l'émission simultanée des semences masculines et féminines, et donc du plaisir partagé. Je cite, « Lorsque les yeux de la femme scintillent, et qu'elle dit des mots tronqués, et qu'elle s'arrête fatiguée au milieu de sa phrase, et que dans ses mouvements elle n'a aucune mesure, alors qu'aussitôt l'homme mastique du poivre et du cubeb, et qu'il s'enduise la verge de la salive causée par une telle mastication, ou qu'il fasse de même avec du fiel de chèvre et de la poudre de graines d'ortie, ou de la poudre de satyrion, ou qu'il fabrique une sorte d'onguent avec du miel qu'il s'applique sur la verge. » Bon, alors, effectivement, vous me direz, ce sont quand même d'étranges jeux érotiques qui s'apparentent plutôt à un pénible labeur, ce travail de la baise dont parle Maggie Nelson, où il faut en même temps fabriquer des enfants et de la performance sexuelle. Ça n'incline guère à l'optimisme sexuel. Mais la description de ce que l'on appellerait aujourd'hui les préliminaires paraît moins laborieux. Je cite toujours Antonio Guaineri. Avant donc d'en venir au coït, l'homme se place familièrement dans les bras de la femme et tout en lui donnant des baisers d'une suave succion des lèvres, il dit des mots doux qui inspirent l'amour. Il palpe doucement des doigts les tétons des seins et parce que dans un tel acte il faut tout faire, il frotte doucement l'endroit entre la vulve et l'anus. En effet, cette friction, comme le rapportent plusieurs auteurs, procure à la femme un immense plaisir. Cette délectatio doit durer environ 1 heure. Conseil Bartolomeo Montagnana et d'autres auteurs du XVe siècle, comme Michel Savonarole, préconisent plutôt que des mots doux, des paroles provocantes. Mais ça, bon, l'important, c'est de comprendre la finalité de ce jeu érotique. Il s'agit bien, par ces délices, écrit Antonio Guaineri, de réveiller la Vénus endormie. Là est l'essentiel. La femme tarde plus que l'homme, croit savoir le médecin Michel Savonarole, et cette image de la Sopita Venus, cette femme soumise et passive qui attend que quelque vigueur printanière la sorte de sa torpeur, inspire bien des images, évidemment vous en connaissez, c'est la peinture de la Renaissance, bien des objets aussi, que l'on place dans les chambres des patriciens italiens pour vaincre la pudeur naturelle des femmes et susciter ce désir sans quoi la reproduction n'aura pas lieu. La position sexuelle préconisée par le médecin exprime cette même idée. L'homme est sur la femme et non l'inverse. Elle baisse la tête, relève les hanches, l'homme peut lui prendre les fesses et Antonio Guaineri précise, jamais à court de conseil, que la femme doit replier son pied gauche sous la hanche et maintenir l'autre tendu, ce qui est en fait symbolique parce que pour Hippocrate, la partie gauche du corps est féminine et la partie droite masculine, et donc c'est sa partie gauche qu'elle soumet, en fait, qu'elle, par pudeur, qu'elle place sous ses hanches. Bon, il est possible aussi que l'expression sopitam venerem excitantia, réveillée, mais en fait excitée, la Vénus endormie, ait un sens plus précisément anatomique. En 2010, un article de l'European Journal of Obstetrics and Gynecology, signé des chercheurs néo-zélandais Mark Stringer et Ines Baker, provoquait l'émoi dans la communauté scientifique. Son titre, il est vrai, avait de quoi intriguer, Colombo and the Clitoris. En l'occurrence, Colombo, il s'agit de Matteo Realdo Colombo, professeur d'anatomie à l'université de Padoue, ami de Michel-Ange, disciple de Vésale, auteur du De Re Anatomica, imprimé à Venise l'année de sa mort en 1559, traité
ou celui qui s'enorgueillissait d'avoir autopsié Ignace de Loyola, décrivait pour la première fois le trajet du sang veineux du ventricule droit au poumon par l'artère pulmonaire. Mais il se glorifiait également d'une autre découverte, le sedes delectationis mulierum, le siège de la délectation des femmes pendant l'acte sexuel, et tel un conquistador voulait planter le drapeau de son nom sur ce nouveau continent. S'il est permis de donner un nom aux choses découvertes par moi, cela devrait être appelé l'amour ou la douceur de Vénus, amor, Vénéris ou dulcedo, c'est-à-dire ce qui fait aimer l'acte d'aimer. On ne peut dire à quel point je suis surpris par le fait que de si nombreux et remarquables anatomistes ne l'aient pas détecté avant moi. Très vite, une controverse l'oppose à son rival italien Gabriele Falloppio, dont on avait déjà parlé, lui aussi anatomiste de l'appareil génital féminin, qui affirme, 2 ans après la mort de Colombo en 1561, donc, dans ses Observationes Anatomicae, que le clitoris est si caché que j'ai été le premier à le découvrir. Bien évidemment, il en va de cette découverte comme de celle de Colomb en Amérique, elle n'existe que pour celui qui a l'outrecuidance de croire que les choses n'existent pas avant d'avoir été vues par lui. Les travaux de Sylvie Chaperon sur l'anatomie politique du clitoris depuis l'Antiquité grecque démontrent que la médecine des hommes, déjà, avait produit une description discrète de cet ornement, selon le mot de Galien, comme une chose cachée. Si on la nomme nymphée, précise Soranos d'Éphèse au IIe siècle de notre ère, c'est que cette petite formation charnue se dissimule sous les lèvres comme les jeunes mariés sous leur voile. La traduction de nymphée en arabe, bazr, deviendra batarum ou badadera chez les auteurs latins, mais lorsque les humanistes du XVIe siècle chercheront un mot plus secret, justement, et comme scellé dans la langue grecque, ils y trouveront l'agentif féminin kleitoris, formé à partir du verbe kleio, fermé, désignant ce fermoir féminin que l'on peut entr'ouvrir en clitorisant, verbe obscène, précisent les grammairiens. Mais il ne s'agit évidemment là que de pudeur savante, puisque le beau livre d'Aline Roussel sur la maîtrise des corps, intitulé Porneia, montre que les femmes grecques des temps hippocratiques avaient certainement de leur anatomie une connaissance précise et sensible. De toute façon, ainsi que l'écrit Anne Carroll, on ne voit dans les corps que ce que l'on cherche à y voir, et nos médecins du Moyen-Âge et de la Renaissance ne consentaient à voir dans le clitoris qu'une petite verge qu'ils appelaient tentigo. Si vous le touchez, assure Colombo, vous le verrez devenir un peu plus dur et oblong, au point qu'on dirait alors un genre de membre viril. Et, poursuit-il, frottez-le vigoureusement avec un pénis, ou même touchez-le avec le petit doigt, la semence jaillit de la sorte plus rapide que l'air, et cela à cause du plaisir, même à leur corps défendant. Ainsi, la forme érectile du clitoris l'assimile à une verge, et même, affirmera plus tard Freud, à un pénis castré. Cette régression phallocratique de la psychanalyse revient, écrit Catherine Malabou dans son livre Le plaisir effacé, à une excision théorique. Il n'y a de politique du clitoris qu'à partir du moment où la pensée contemporaine, mais évidemment depuis fort peu, l'envisage avec Carla Lonzi comme le sexe de la femme. Un sexe qui ne pénètre pas et permet donc de penser un pouvoir sans domination, le sexe du pouvoir, en somme, mais indemne de toute tentation de violence et d'emprise. Or, comme l'ont montré les travaux de Thomas Laqueur et Delphine Gardet, dès lors que les médecins établissent, à la fin du XVIIIe siècle, que l'orgasme féminin n'est pas nécessaire à la procréation, ce qui est vrai, on n'a plus lieu de s'en encombrer. Et non seulement le XIXe siècle sera le temps de l'oubli du clitoris, mais celui où l'ardeur sexuelle et l'élan génésique se conjuguent exclusivement au masculin et peut à nouveau tolérer la passivité de femmes anesthésiées. C'est donc sur d'autres bases que celles fautives sur le plan scientifique
nous le savons aujourd'hui, de la solidarité fonctionnelle entre le plaisir et la génération, que pourront se frayer les chemins difficiles, tortueux, contradictoires de l'émancipation sexuelle. Triste balade, en vérité. Il n'y a jamais lieu, c'est vrai, de regretter un temps d'ignorance, et la nostalgie des paradis perdus est toujours mauvaise conseillère. C'est ce qu'on a montré cette année. Le Moyen-Âge ne fut pas un âge d'or de l'émancipation féminine, ni pour les princesses, ni pour les sorcières, et nous y avons moins cherché des femmes puissantes que la mise en puissance de leur histoire, qui n'est ni invaincue, ni désespérée. Ce que j'ai proposé d'appeler l'histoire en puissance, c'est cet art de se souvenir de ce dont on est capable, à la manière d'Hannah Arendt, mais relancé par la manière d'Ernst Bloch, qui voyait aussi dans l'histoire l'art de se souvenir de ce qu'il nous reste à faire, de ce qu'il nous reste à accomplir. En ce sens, les politiques de l'amour, telles que nous avons tenté de les appréhender depuis l'année dernière, aspiraient à la fois à écrire l'histoire d'un autre Moyen-Âge et celle de notre temps qui en a hérité. Et si l'on parle de jouissance, il est facile de faire l'inventaire du monde que nous avons perdu, avec l'oubli des aphrodisias, l'usage des plaisirs étant recouvert par l'éthique chrétienne du renoncement à la chair. Là encore, je pense que ce sont les pages étonnantes que Michel Foucault consacre à la virginité dans les aveux de la chair, qui furent sans doute pour moi à l'impulsion première de cette enquête qui s'achève aujourd'hui. On y lit ceci. Il ne faut pas comprendre l'ardeur à exalter et à recommander la virginité comme une extension des anciens interdits au domaine général des rapports sexuels, une sorte de passage à la limite qui prohiberait non seulement ceci, cela et encore cela, mais au bout du compte, tout. Non, la virginité, c'est un art, un mode de vie, une modalité de connaissance de soi qui nous permet de comprendre la naissance chrétienne du sujet sexuel comme, je cite Foucault, mise en œuvre réfléchie et appliquée du rapport à soi. Et c'est ainsi, mais un peu tard, que Michel rencontre Augustin, si j'ose dire, que Foucault trouve dans l'auteur des Confessions l'inventeur de la libido, c'est-à-dire au fond du passage des plaisirs au plaisir. Voilà ce qui a inspiré plusieurs séances du cours de l'année dernière, tentant de jeter le trouble dans la charité chrétienne, c'est-à-dire de faire la démonstration de l'impossibilité d'opposer la chair à l'esprit et partant de la nécessité de reconnaître la part érotique de l'amour charitable comme son noyau de nuit, son bloc insécable, celui qui fait dire à Jean-Luc Marion « Dieu nous surpasse au titre de meilleur amant ». Je vous renvoie pour cela à la 3e séance sur les commentaires médiévaux du Cantique des Cantiques, comme chant de l'expérience, ainsi que le disait Bernard de Clairvaux. Et cette expérience est celle de l'impossibilité, que l'on pourrait dire claudélienne, d'échapper au brasier de l'amour, c'est-à-dire à sa puissance subversive de cette effraction de la caritas qui fait dire au mystique « Je suis blessé d'amour ». Et nous revient alors, inévitablement, l'image du ravissement mystique de sainte Thérèse d'Avila qui palpite sous les plis cassants du marbre, tel que le Bernin l'a sculpté dans la chapelle Cornaro de Santa Maria della Vittoria à Rome. Une femme de marbre, mais d'un marbre qui souffre et qui exulte, puisque dans son extase, la sainte a vu l'ange jeune, si beau, la transpercer de sa lance. La douleur était si grande qu'elle me faisait gémir, écrit-elle en 1556 dans le livre de sa vie, et pourtant la douceur de cette douleur excessive était telle qu'il m'était impossible de vouloir en être débarrassé. Évidemment qu'elle jouit, bougonne le docteur Jacques Lacan, lors de la séance du 20 février 1973 de son séminaire publié sous le titre « Encore ». Évidemment qu'elle jouit, ça ne fait pas de doute. Mais la question est, de quoi jouit-elle ? Sinon d'un langage qui lui fait éprouver ce qu'elle ne veut pas comprendre. C'est comme ça que, je cite Lacan, chez l'être parlant, la jouissance est appareillée, écrit-il, et le langage est son unique appareil. Et l'on appelle amour, dans le Cantique des Cantiques, et l'on appelle sexe, dans toute la tradition occidentale, ce qui nous laisse au bord du langage.
échoué sur ses rives ou sur ses lèvres. Un mot au bout de la langue. Bon. Ce n'est pas pour me vanter, mais comme le disait le regretté Michel Blanc, je crois que je vais conclure. Et pour ce faire, laissez-moi vous présenter Henri VIII d'Angleterre, portraituré par Hans Holbein le Jeune, qui est depuis 1537 peintre du roi, en pied, debout sur un riche tapis turc, jambes écartées, l'adresse franche et directe du regard dans une arrogante frontalité, point besoin d'ornement, dans un cadre privé qui n'est nullement encombré par le bric-à-brac des insignes de la souveraineté. La force réside tout entière dans l'attitude, dans l'allure, dans le costume, dans la présentation de soi, et puis, surtout, vous le voyez, trône, souverain, évident, comme le nez, au milieu de la figure, le sexe du pouvoir. Il se rend visible par l'ornement fastueux et proéminent de la braguette, qui, par son galbe, met en valeur la vitalité sexuelle du roi. Car la Renaissance est l'âge d'or des braguettes, qui bientôt vont disparaître les braguettes dans les culottes bouffantes de la seconde moitié du XVIe siècle. C'est donc un entre-deux de l'histoire du vêtement masculin qui, comme on l'a vu, est devenu de plus en plus court à partir du XIVe siècle, laissant aux juges, aux prêtres et aux universitaires le soin de conserver jusqu'à aujourd'hui le souvenir des robes longues. Et évidemment, à force de se raccourcir, ça pose des problèmes. En 1467, le chroniqueur Mathieu de Coucy s'indigne de ces hommes vêtus plus courts qu'ils n'eurent donc fait, tellement que l'on voit la façon de leur cul et de leur génitoire. D'où l'invention de la braguette. Puisque les chausses moulent le haut des cuisses et que les pourpoints se raccourcissent, l'entrebraillement des braies se couvre d'une poche amovible en forme de triangle qui reprend la forme et l'ornement des coques en métal ou en cuir protégeant les hommes d'armes. Par Dieu, je ferai un livre de la commodité des longues braguettes quand j'aurai plus de loisirs, s'exclame Panurge dans le Pantagruel. Moi aussi. Mais il faut dire que Rabelais est le maître des braguettes qui bénéficie de longues descriptions. Celle de Gargantua, au chapitre 8, est littéralement un morceau de bravoure, toujours galante, succulente, résudante, toujours verdoyante, toujours fleurissante, toujours fructifiante, pleine d'humeur, pleine de fleurs, pleine de fruits, pleine de tout délice. Et la description d'ailleurs est plus réaliste que vous le pensez, puisque les hommes, dit-on, cachaient dans leurs braguettes des fruits qu'ils faisaient mûrir. Mais c'est d'abord, on le comprend, à une fête du langage que nous convie, comme l'a montré dans un article fameux de littérature James Sacré, un article savant intitulé « Les métamorphoses d'une braguette », c'est évidemment à une fête du langage d'abord que nous convient ces descriptions. Et James Sacré a reconstitué les réseaux sémantiques de ce foisonnement figuratif des nombreuses descriptions de braguettes chez Rabelais qui mènent du sexe au mot à travers le thème de la substantifique moelle. Bref, le sexe du pouvoir est comme Priape, un bavard impénitent, et il faudrait considérer, par exemple, ce tableau de Guidobaldo della Rovere par Bronzino avec le même étonnement que les ethnologues découvrant dans quelques peuplades sauvages des hommes munis de leur étui pelvien. Sans doute, d'ailleurs, devrait-on ici se souvenir de ce que l'on disait de la sexualité du Christ et du sexe de vent dont les peintres l'affublaient, mais ici, d'autres modèles sont sans doute plus prégnants, comme l'a montré l'historien de l'art Konrad Eisenbichler. Ce portrait doit se saisir dans une série, ou plutôt dans une lignée, puisque là, c'est
Guidobaldo II de la Rovere, et c'est celui qu'on voit petit au pied de son père Federico da Montefeltro, dans un tableau célèbre qui est le premier portrait double du marquis d'Urbino, et qui est, là encore, avec tous les attributs, mais vous voyez, métaphorisés, d'une sexualisation du pouvoir, avec le sceptre qui est passé déjà à son héritier. Il s'agit effectivement de donner à comprendre comment, au fond, le sexe est ici l'organe de la reproduction de la tige glorieuse dont nous avons parlé à propos des mâles royaumes. Et donc, Guidobaldo de la Rovere, qui est ici, était enfant au pied de son père, et lui-même, il pose dans ce tableau du Titien au pied, avec son fils à ses pieds. Et le tout, évidemment, ne l'oublions pas, sous le regard d'un chien. Déjà, toujours chez Bronzino, dans le portrait de dame au petit chien, l'inexpressivité croisée des regards du chien et de la maîtresse produit un effet de miroir dans lequel Maurice Brock se refuse à déceler une intention ironique, mais si l'on porte son regard vers le motif du mascaron, qui est devant, c'est-à-dire ce grotesque, et bien, comme nous y invite un article récent de Pauline Martin, eh bien, on y voit une manière d'amuser, mais aussi d'avertir le spectateur sur ce qu'elle appelle la transparente opacité du masque ironique, et donc on peut alors regarder d'un autre œil l'emphase de la braguette. Retenons en tout cas ceci, emphatisant ce qu'elle prétend recouvrir, elle désigne le sexe comme attribut de reproduction, de domination, mais aussi de plaisir, et d'un plaisir qui est possiblement partagé. Car au total, qu'est-ce donc que le sexe du pouvoir? J'avais précisé lors de la première séance que j'entendrais le mot au sens le plus large possible en suivant Elsa Dorlin dans son livre « Sexe, genre et sexualité » en 2008, et je la cite à nouveau, le sexe désigne communément trois choses: le sexe biologique, tel qu'il nous est assigné à la naissance, sexe mâle ou femme, les normes, les rôles, les expériences, les assignations sociales qui sont censées lui correspondre, qu'on désigne communément par le genre, enfin, la sexualité, c'est-à-dire le fait d'avoir une sexualité ou de faire du sexe. Et donc c'est avec ce triple du sexe qu'on a tenté dans ce cours qui s'achève aujourd'hui de faire. Savez-vous que je ne reçois pas que des messages d'insultes et de menaces, mais aussi, très nombreuses, des lettres d'encouragement, d'amitié, et j'en profite pour en remercier leurs autrices et leurs auteurs, mais aussi Aurélien Peter, qui m'a aidé et soutenu cette année entière, et pas seulement pour découvrir ce courrier. Après le cours sur les eunuques, nous avons reçu une lettre qui m'a bouleversé, car elle témoignait de la manière dont l'histoire peut s'adresser à nos vies, en faisant retour justement sur des choix anciens, incompréhensibles, douloureux parfois. Si le sexe du pouvoir est masculin, s'il sert à fortifier de mâles royaumes, s'il se fait si aisément l'instrument violent de la tyrannie masculine, s'il porte en lui ce secret de l'Occident qui est le sombre apparentement dont nous avons amplement parlé l'année dernière entre l'amour, la mort, la guerre et la noblesse des sentiments, alors on peut être tenté de rejoindre le royaume des cieux en coupant le mal à la racine. Je voudrais juste dire à celle qui m'a écrit que j'ai suivi son conseil. Je ne cesse depuis d'écouter Vénus d'Alain Bachung, triste ballade de notre désarroi sexuel. Là, un dard venimeux, là un socle trompeur, plus loin une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre. On écoute ça, tout cela est vrai,
mais on entend aussi dans la chanson, et puis, l'inévitable clairière amie, vaste, accueillante, les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nuées. Alors, je vous prie, ne terminons pas sur le triste spectacle d'une braguette, mais par exemple sur cette image rare que l'historien de l'art Michael Camille, qui lui aussi m'a accompagné pendant ces 2 années, appelle une relique de l'amour perdu. Ce sont des poches. Et depuis... braguette vient de poche, c'est une sorte de poche. Depuis les travaux d'Ariane Fento, les très beaux travaux d'Ariane Fento, on sait que les poches féminines qui se portaient sur les robes étaient des espaces à soi, où s'entrebâillait la possibilité des pratiques de liberté. Ce sont des poches, ou plus précisément des aumônières, comme celles qui avaient enclenché l'affaire de la Tour de Nesle, mais là, elles sont brodées manifestement par des femmes et pour des femmes dans les années 1170-1190 et donnent à voir une situation amoureuse qu'on pourrait croire normée, c'est celle de l'amour courtois, où l'homme porte, vous le voyez, un faucon au poing et où donc l'amour est une chasse au désir. Mais regardez, d'abord, la femme se tient à la droite de son compagnon, donc dans une position éminente, et regardez encore, son chien bondit vers lui, comme pour exprimer une espérance, ou un désir, ou un projet politique. Elle saura lui apprendre à dompter ses passions, à aimer moins brutalement, à se déprendre du sexe du pouvoir. Car l'amour est inapproprié et le sexe inappropriable. Si j'ai tenté durant 2 ans de prendre au sérieux la force politique des langages de l'amour, force est de constater qu'on n'ordonne pas sans danger une société autour de ce que le poète andalou Ibn Hazm appelait son secret replié, c'est-à-dire la puissance insurrectionnelle de la fitna, du pouvoir de renversement qu'il y a dans l'amour. Vous voyez ce tympan d'église, l'un des rares à figurer un des mythes classiques gréco-romains de l'amour, celui des amants Pyrame et Thisbé, qui trouvèrent la mort lorsque Thisbé, croyant que son amoureux avait été tué par un lion, se suicide en se jetant sur une épée. Mais elle s'est trompée, en fait, Thisbé était bien vivant, il avait échappé au lion, mais il n'échappe pas à la maladie d'amour, et le voilà qui se tue à son tour, se jetant sur la même épée. Alors c'est un péché, évidemment, que le suicide, double suicide, amour, au tympan d'une église, mais voyez comme le jeune homme caresse les cheveux de sa bien-aimée, et voyez comment le couple s'unit dans cet amour à mort sous les feuilles d'un mûrier qui, chez Ovide, un des auteurs de cette histoire, se teinte de rouge pour devenir leur propre arbre de vie. C'est une histoire triste, assurément, qui dit la mort et l'amour, mais qui dit aussi quelque chose comme un accouplement, et une histoire triste, où les fruits de l'amour sont bien amers, mais quelqu'un, est-ce Dieu, est-ce quelqu'un d'autre, les regarde du haut du feuillage et en pense peut-être quelque chose. Ainsi s'achève notre balade de l'optimisme sexuel. Elle est triste parfois, mais je pense jamais morne ou désespérée, car c'est à l'histoire des renversements qu'elle nous convie. Et permettez-moi de prendre congé tout à fait, cette fois-ci, avec une dernière image renversante, puisque nous nous sommes placés cette année sous le regard de Phyllis chevauchant Aristote, et qu'il nous faut croire encore en la puissance subversive d'un élan joyeux de pensée. Cette image, la voilà. J'emprunte cette caricature à mon ami et collègue Yann Lignereux, elle illustre sa contribution au catalogue d'une exposition à venir,
pour laquelle je dois faire un texte. Je suis très en retard, mais je commence tout à l'heure. Une exposition sur l'écrin funéraire du chœur d'Anne de Bretagne, et qui s'interroge sur les différentes significations historiques et symboliques de cet organe de l'amour, de la mémoire et du courage qu'est le cœur. Alors, vous savez que les cardiotaphes sont cordiformes, hein, c'est-à-dire qu'ils épousent la forme symbolique du cœur avec ses deux lobes symétriques et non la forme du muscle cardiaque. Et là, ce qu'on voit, c'est le roi Louis-Philippe à son balcon faire face à ses partisans. Il leur dit ce qu'un roi doit dire en pareille occasion: « Je vous porte tous dans mon cœur ». Reprenant ainsi la parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, en régime chrétien, le cœur des rois est dans la main de Dieu, et ça, c'est effectivement l'incorporation eucharistique, je vous porte tous dans mon cœur. Cette incorporation christique qui est le contraire de la dévoration politique par laquelle nous commencions. Mais peut-on encore user de cette théologie politique en 1833, lorsque Stendhal, on l'a vu ensemble, ironise sur ces rois de France qui cherchent encore à se faire aimer, qui ne saisissent pas, au fond, l'écœurement républicain que tout cela a suscité. Il suffit évidemment de changer le point de vue pour que l'imposture se dévoile et que l'on découvre, avec Yann Lignereux, je le cite, « dans le cœur inversé du roi, le cul trompeur du despote ». Le rideau va donc se baisser sur ce petit théâtre de la révélation politique. Je ne dirai donc pas « je vous porte dans mon cœur », mais ayez à cœur de prendre soin de vous. Pour le reste, comme toujours, tout est à refaire, même l'amour. Et d'ailleurs, la séance d'aujourd'hui s'appelait « Refaire l'amour ». Merci et à bientôt.